les Céréaliers du Québec et Boulangerie Ange, fiers partenaires de Zone Agricole. Bonjour, au programme cette semaine, on vous parle des pesticides dans le monde agricole, un sujet qui a souvent soulevé des débats houleux. Bienvenue à Zone Agricole. Selon le ministère de l'Agriculture, les pesticides sont conçus pour détruire et contrôler des organismes jugés indésirables ou nuisibles. Leur utilisation comporte des risques pour votre santé et pour l'environnement. En effet, ces produits peuvent contaminer l'eau et le sol et peuvent avoir des effets nocifs sur les organismes non visés par l'application. Les pesticides doivent donc être une solution de dernier recours. Les pesticides ennemis des cultures doivent être utilisés uniquement quand c'est nécessaire. Pour des organisations environnementales comme Vigilance OGM, la société civile resterait encore insuffisamment sensibilisée aux dangers liés à certains pesticides. Pour d'autres, ils sont le médicament de la terre. Des médicaments, dans les faits, c'est l'image qu'on devrait se faire des pesticides qui sont, à l'instar des médicaments, sous ordonnance, des produits à utiliser en cas de nécessité seulement, écrivait l'Institut Jean Garon il y a quelque temps. Nous recevons justement Michel Saint-Pierre tout à l'heure dans la grande entrevue, accompagné de Pierre Pétel de CropLife Canada. Dans l'émission Guy Duval, vous le savez, pour la revue de presse, Yann Turmine pour le coup de gueule, un zoom économique avec CropLife Canada également, avec Pierre Pétel. Mais auparavant, on retrouve Simon qui rentre du Mexique, pas tout à fait bronzé. Bonjour Simon. Bonjour et tu nous parles en fait de l'historique des pesticides, Simon. Ben, écoute, les pesticides, c'est aussi vieux l'agriculture. On trouve les premières mentions de l'usage de pesticides chez les Mésopotamiens, quelques siècles avant Jésus-Christ. Et si on regardait par ailleurs les produits utilisés et recommandés du temps des Romains, on aurait peut-être certaines surprises. On parle de soufre, bien sûr, c'est encore le cas aujourd'hui, mais on recommandait aussi l'usage de l'arsenic et du mercure. Je pense que ça ne passerait pas aujourd'hui. Alors, si on veut suivre l'histoire, faisons un grand bond. Le siècle des pesticides, on peut dire que c'était le 20e siècle. C'est là qu'il y a eu une multiplication des recherches. Il y avait un grand mouvement scientifique dans tous les domaines, mais dans les pesticides, entre autres. Et ça a amené à le développement d'une culture, de l'agriculture intensive et aussi à une explosion démographique. Alors, mais il faut remonter peut-être le siècle avant, au 19e siècle, pour comprendre ce qui se passait. Le 19e siècle a été marqué par de très grandes famines liées à des crises phytosanitaires. On peut penser à la maladie de la pomme de terre en Irlande, 1 million de morts, d'immenses vagues d'immigration. Alors, les États, la population a pris conscience qu'il fallait faire quelque chose pour lutter contre... Les pesticides, on les utilise pas seulement, finalement, pour simple profit, on les utilise aussi pour nourrir le monde? Ben oui, c'est essentiel. Et une autre source de recherche, c'est assez particulier pour le développement des pesticides au 20e siècle. C'était la Première Guerre mondiale, où on a fait beaucoup de recherches sur les armes chimiques. Alors, il y a certaines familles de pesticides qui ont découlé, c'est pas les gaz mortels, c'est pas loin de là, mais les découvertes liées à la Première Guerre mondiale ont permis le développement d'autres familles de pesticides. Une grande date à retenir, 1950, c'est l'invention, la mise au point du fameux glyphosate. Et à partir de l'après-guerre, on a constaté jusqu'au début du 21e siècle que l'usage des pesticides dans le monde doublait à chaque 10 ans. Les volumes utilisés, on estime que ça doublait à tous les 10 ans. Alors, maintenant, ça nous mène, comme je viens de le dire, à une explosion démographique. Et on peut dire que s'il n'y avait pas eu les pesticides au 20e siècle, est-ce qu'on serait à 8 millions en route vers 8 milliards en route vers 9 milliards? Probablement pas. On serait peut-être plutôt autour de 6 milliards. La grande question, c'est... Ça amène des contradictions, parce que ça veut dire qu'on veut plus... Il y a plus de monde, donc on veut plus de nourriture, mais pour plus de nourriture, ça prend plus de pesticides. Ben, écoute, au 20e siècle, on a assisté à quoi? Une grande levée de boucliers. L'opinion publique est massivement pesticides. Ça a mis les gouvernements dans une drôle de situation, coincés entre l'opinion publique et coincés entre des réalités scientifiques et agronomiques qui rendent nécessaire l'usage de ces produits. Alors, il y a une espèce de flottement, j'appelle moi ça un brouillard scientifique, des études qui disent que le glyphosate, c'est un cancérogène probable, d'autres qui disent non, il n'y a pas vraiment de problème. C'est sûr que l'opinion publique, face à ça, peut être confuse et bon, alors quand on regarde les messages véhiculés par les médias, on comprend qu'il y a un sentiment globalement
anti-pesticides dans l'opinion publique, mais ça a aussi des levées de boucliers du côté des producteurs. On l'a vu récemment en Europe, ils se lèvent contre ces réglementations-là. Merci Simon, on continue tout à l'heure avec nos invités. Merci. Et ce tour de Guy Duval. Oui, alors bonjour Guy, et dans la revue de presse de cette semaine, tu nous emmènes en fait à la cabane à sucre. On va aller parler du sirop d'érable. On a eu peur un peu pour le sirop d'érable cette année, à cause de la météo, je pense. Je pense que beaucoup de gens ont mangé beaucoup de sirop d'érable ou bien de... On goûtait à ça cette année. Ben oui, disons que les agriculteurs ont eu très chaud cette année parce que le printemps est arrivé beaucoup plus à bonne heure. Alors, ils pensaient d'avoir une récolte particulièrement comme en 2023, qui était à 41 % plus bas qu'en 2022. Alors, cette année, c'est le contraire. On va avoir probablement une récolte record d'à peu près au-dessus de 10 millions de gallons de sirop d'érable. Et en fait, le sirop d'érable, en fait, oui, les récoltes sont variables, mais le prix n'est pas variable. Lui, Oui, ça les fonctionne comment ça? Parce que normalement, il y a une fenêtre de 5 à 7 semaines pour faire de la récolte, tandis que cette année, c'est plus 10 semaines pour mais faire. pour le consommateur, le prix de la canne, il ne change pas vraiment parce que c'est un système de gestion de l'offre, c'est ça? C'est comme la gestion de l'offre, c'est un système de réserve. C'est comme la gestion de l'offre. Alors, il y a une stabilité, veut dire, au niveau du sirop d'érable. Et puis, cette année, c'est le temps qu'il se passe quelque chose parce que cette année, on se ramassait à peu près 6,3 millions de livres en stock. Et ils s'attendent, d'ici les 5 prochaines années, à avoir 100 millions de livres, ce qui fait que c'est leur... c'est le niveau qu'il faut qu'ils atteignent au niveau de la réserve. OK. Puis au niveau des abattoirs, il y a du nouveau également aussi. Maintenant, on peut abattre à la ferme, c'est ça? Oui, mais il faut faire attention. Là. C'est pas si vite. C'est pour les petites fermes de 300 poulets et moins. C'est pas les poulaillers qu'on voit partout. Là. Alors, c'est les petits poulaillers. C'est avec Dominique Lamontagne, qui est un promoteur de ça, qui travaille sur ça longtemps. Parrain de l'Institut Jean Garon, d'ailleurs. Oui, c'est un des parrains de l'Institut Jean Garon. Et puis, la MAPAC a parti un petit projet qui peuvent maintenant abattre des poulets à la ferme, ce qui fait qu'anciennement, il y avait seulement le poulet entier puis les abats qu'ils pouvaient vendre. Maintenant, ils peuvent le transformer et le vendre au marché public, dans leur restaurant s'ils en vendent, et puis dans les épiceries, entre autres particulièrement. Mais ça reste un projet pilote. C'est-à-dire que ça reste un projet pilote et en fait, ça va se répandre à travers les différentes régions du Québec si ça marche. Oui, actuellement, il y a seulement 12 petites fermes qui sont sur le projet. C'est pour, en fait, établir des procédures et des processus pour être capable, justement, d'établir une norme pour pouvoir... Alors, c'est un projet qui va durer 4 ans, puis si jamais ça va bien, bien, probablement que le ministre va le prolonger d'1 an. Alors, c'est pour, à fin de compte, aider les petites productions. C'est une ouverture du ministre de la Montagne pour la petite production. Oui, c'est un début pour les petites fermes, puis ils en ont beaucoup besoin. Merci, Guy Duval. Alors, dans le sujet pesticides, bonjour, on rencontre Pierre Pétel, président de CropLife Canada, Michel Saint-Pierre, qu'on connaît bien maintenant ici dans l'émission, co-président de l'Institut Jean Garon, ancien sous-ministre au MAPAC. Pierre Pétel, dans les dernières années, on a beaucoup parlé des pesticides au Québec. On sait que les producteurs l'utilisent beaucoup, ils restent fidèles encore si on regarde leur pratique en fait. Est-ce qu'ils le font juste par souci de rentabilité ou par souci de nourrir le monde? Vous diriez quoi, vous? Mais je pense que c'est vraiment les deux. Si on regarde les défis réels d'un producteur, productrice au Québec, les ravageurs d'insectes, de maladies, de mauvaises herbes, les défis de changement climatique, ça amène des problèmes réels pour la production et pour s'assurer un profit et pour s'assurer un rendement important pour nourrir le monde. Ces produits-là sont essentiels.
Michel, dans les dernières années, le glyphosate a été pris à partie, pas mal, dans les médias, entre autres. Vous aviez déjà soulevé le problème que le glyphosate en était un de communication et non pas un risque pour la santé ou pour l'environnement. J'ai lu ça dans un des rapports de l'Institut Jean Garon. Donc pourquoi d'un coup toute cette attention des médias sur un ingrédient qui pourtant semble être apprécié des producteurs, de ce que nous dit M. Pétel? Oui, on parlait de communication, mais on a aussi parlé de stratégie commerciale dans un sens plus large, parce que le glyphosate a été, dans le fond, utilisé dans un système en appui aux OGM, à des semences OGM, de sorte qu'on créait, dans un sens, une sorte d'obligation d'utiliser le glyphosate dans le système-là. Moi, on a trouvé, nous, que ce n'était pas nécessairement une très bonne stratégie pour faire connaître les avantages des OGM, parce que c'était l'autre volet là, de cette question-là, et qu'on aurait peut-être pu davantage investir dans des OGM, par exemple, résistants à la sécheresse, qui auraient pu avoir un usage plus large. Bon. Mais ça, c'est un autre débat. Mais pour ce qui est du glyphosate, bien, c'est un peu dans cet esprit-là que nous, on a dit, c'est peut-être pas la bonne façon. Alors, vous avez aussi écrit dans ce fameux rapport les pesticides ont le dos large ces temps-ci. Et en fait, vous dites les pesticides ont le dos large, vous dites même aussi les pesticides sont des médicaments qui peuvent nous éviter de manquer de nourriture. Est-ce que sur ce terrain-là, vous diriez en fait qu'il y a une utilité finalement des pesticides comme nettement, ce qu'on a voulu parce que c'était une présentation devant la commission parlementaire qui avait été créée justement pour les pesticides. Cette présentation-là, pour nous, l'image qui nous est venue et qui était la plus forte, c'est de dire, ce sont des médicaments. Regardons-les comme ça, avec des usages spécifiques, avec des normes d'utilisation et des prescriptions, mais des bienfaits également qui l'accompagnent. Parce que les médicaments aussi sont, pour la plupart, des poisons, hein? Ils attaquent quelque chose, attaquent des cellules. Alors, les pesticides sont ça. Si on part avec cette idée-là et qu'on les utilise dans l'esprit aussi, qu'ils sont mais appelons-les dans ce cas-là, des médicaments d'intervention au niveau des cultures, je pense qu'on vient de faire un grand bout de chemin et on évite d'être dans la polarisation du débat pour ou contre. Alors Pierre Pétel, justement, si on parle à des consommateurs, quand on est à ma TV, en fait, des gens qui sont pas nécessairement, ils peuvent être à la campagne, mais ils sont aussi au centre-ville, qui sont certainement inquiets parce que vu tout ce qu'on lit sur les pesticides, ça inquiète. Est-ce que le fait de dire, finalement, oui, c'est des médicaments, est-ce qu'il n'y a pas eu un problème de communication d'une certaine façon? On aurait peut-être dû communiquer autrement. Oui, je pense que je suis d'accord un peu de la description d'un médicament, mais ce sont des outils. Pareil comme un tracteur ou la semence, c'est un outil pour s'assurer une production locale, abordable, pour nourrir le monde. Et je pense que le consommateur ne comprenne pas nécessairement les défis réels d'un producteur dans la production, mais aussi dans la communication. Je pense qu'il y a un travail à faire ensemble. Oui, nous, on a un rôle à jouer dans ceux qui manufacturent les produits, mais les utilisateurs, les producteurs et leurs représentants ont un travail à faire aussi pour au moins expliquer pourquoi ces produits-là sont utilisés. Et pas nécessairement décrire ça comme un mal nécessaire. C'est que c'est des outils importants qui ont une utilité significative dans l'agriculture. Okay. Qui sont d'ailleurs appliqués de façon peut-être différente qu'il y a 20 ou 30 ans au niveau, dans les champs, en fait. Est-ce qu'on arrose encore les champs, en fait? Je pense oui, mais il y a beaucoup plus de précision maintenant dans l'équipement qu'on utilise. Et je pense que l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que le système réglementaire qui encadre ces produits-là, c'est très rigoureux. Ça peut prendre entre 12 et 13 années à développer une molécule nouvelle et au-dessus de 300 millions de dollars. Alors, c'est pas quelque chose qui se fait au bout de la table. C'est quelque chose, c'est un investissement important et le système réglementaire s'assure que les risques sont acceptables. Est-ce qu'il est trop tard pour agir, pour communiquer? Parce que ça prend de la pédagogie, c'est ce que je comprends. Est-ce que c'est trop tard pour agir ou pour expliquer? Pour nous, parmi les solutions, la première était justement pédagogique, était de l'information, de la connaissance, parce que lorsqu'on comprend bien ça, l'usage, on en fait un meilleur usage, il y a moins de résidus,
On respecte les temps d'application, parce que là aussi, dans tout ça, il y a des règles. On n'applique pas un herbicide la veille d'une récolte, par exemple. Pour la plupart de ces herbicides-là, il y a des temps très précis qui ont été prévus. Et si on respecte tout ça, je pense qu'on va avoir réglé une grande partie du débat actuel. Et dans les manifestations qui s'en viennent, parce que l'actualité nous dit que, on le voit d'ailleurs dans différentes régions, les manifestations, ça va s'en venir peut-être bientôt sur la colline parlementaire ici à Québec, les recommandations en fait qui sont faites par les agriculteurs ou par l'UPA, leurs représentants, en fait, c'est il y a trop de lourdeur administrative, trop de règlements. Est-ce que ça s'applique également aux pesticides, ces demandes-là? Et c'est quoi les défis dans le secteur des pesticides qui attendent les producteurs demain? Mais je pense que si on regarde les dernières années, surtout au Québec, les demandes de prescription, les demandes de réduction d'utilisation, beaucoup de pression autour des pesticides. Et je pense qu'il faut s'assurer que le système que les producteurs au Québec soient compétitifs avec les autres marchés, par exemple en Ontario, aux États-Unis, et puis pas mettre des fardeaux réglementaires qui sont hors de proportion ici que les autres producteurs n'ont pas. Mais ce qui me surprend, moi, c'est que ça arrive dans le débat actuel comme si c'était une chose nouvelle. Elle n'est pas si nouvelle que ça, cette situation-là, de sorte que je crois qu'on est dans un ensemble d'éléments ou d'une conjoncture particulière qui fait que là, tout nous apparaît être lourd, difficile à supporter pour l'agriculture. Je pense qu'il va falloir faire un petit peu le ménage dans les raisons qui font ça. Il y a la paperasserie qui est là depuis longtemps, mais il y a d'autres facteurs, vous nous dites... Mais il y a aussi les marchés qui n'ont pas été bons. La météo a été extrêmement défavorable l'an passé. Et puis, il y a de l'endettement agricole également que nous, on soulève régulièrement en disant nos fermes sont très endettées. Donc, si on fait tout ça, là, on arrive à une situation. Il y a d'ailleurs un texte de l'Institut Jean Garon sur le site de l'Agricole sur ce sujet. Michel et Pierre, pour revenir aux risques liés aux pesticides, sur l'utilisation des pesticides, il faut faire la balance maintenant entre le pour et le contre. On sait qu'il y a médiatiquement, vous êtes attaqué, CropLife souvent par certaines organisations. Quels sont les réels dangers et quels sont les inconvénients, les avantages des pesticides, en fait? Écoute, on sait que ces produits-là peuvent amener un certain niveau de risque. Alors, c'est pour ça que quand le système réglementaire a été développé il y a longtemps au Canada, c'était dans le but de protéger l'environnement, la santé humaine et surtout les producteurs. Alors, si on regarde les données qui sont requises pour homologuer un produit aujourd'hui, puis le garder sur le marché année après année, c'est peut-être ça que le consommateur n'est pas conscient de ce système-là qui est là pour protéger l'environnement et la santé humaine. Alors pour nous, le système réglementaire, en fait, c'est basé sur le risque. Et puis, si le producteur n'avait pas accès à ces outils-là, là, on parle de vrais risques de perte importante d'alimentation. Conclusion, Michel. Le bannissement n'est pas réaliste là-dedans, là. Un usage contrôlé, bien sûr. Je ne parle pas évidemment des gazons. On peut toujours bannir le 2,4-B pour les gazons, mais de façon générale, le bannissement des pesticides, c'est pas quelque chose qui est réaliste dans notre monde moderne. On est capable de contrôler. On peut toujours faire mieux, mais oui, c'est ça. Mais les bannissements, ceux qui demandent ça, c'est pas une approche réaliste. Alors, merci, messieurs, pour nous avoir éclairés sur ce sujet. On va rester avec Pierre Pétel pour la partie Zoom économique pour mieux comprendre le rôle de CropLife Canada. Merci.
Oui, alors Pierre Pétel, en fait, vous restez avec nous parce que bon, on a parlé sur le fond de ce côté, les pesticides, les relations qu'on pouvait avoir au niveau des médias, mais on veut plus comprendre en fait l'organisation, à savoir depuis quand existe CropLife et combien de compagnies vous représentez et c'est quoi la mission en fait de CropLife. Merci. En fait, CropLife Canada a été créé il y a 70 ans avec différents noms à travers les années, mais l'organisation pour représenter les compagnies qui manufacturent ou distribuent les pesticides surtout a commencé il y a 70 ans. Mais vraiment, le but de l'organisation, c'est de représenter les entreprises qui sont dans le domaine des sciences de plantes, des phytologies. Alors, c'est les compagnies qui produisent les pesticides et les semences, toutes les semences modifiées ou autrement. Et notre rôle vraiment chez CropLife, c'est de les représenter au sein gouvernemental, au sein du public, les médias, pour mieux expliquer comme on fait aujourd'hui. En fait, votre rôle d'ailleurs auprès des gouvernements, il est lequel? Parce qu'en fait, effectivement, on vous voit de temps en temps, pas assez souvent, mais de temps en temps dans les médias. Mais vous avez un rôle, j'imagine, quotidien auprès aussi des gouvernements. C'est quoi votre rôle auprès des gouvernements? C'est pour s'assurer que l'approche réglementaire, les politiques que le Canada et les provinces mettent en place, que ça soit... s'assurer que le Canada attire l'investissement, attire les nouvelles molécules, les nouvelles innovations, comme les États-Unis, les plus grands marchés. Le Canada représente seulement 3 à 4 du marché mondial, surtout dans les produits chimiques. Alors, ça serait facile des compagnies de dire au Canada, on n'ira pas là. Mais ça reste que nos producteurs ont besoin de ces solutions-là, surtout les nouvelles qui s'en viennent tout le temps. Alors, pour nous, c'est de s'assurer que le système réglementaire, les exigences de données, etc., sont comparables à d'autres marchés comme les États-Unis, pour s'assurer que ces innovations viennent. Ça, c'est votre rôle auprès des gouvernements. Vous avez, comme vous dites, un rôle auprès des consommateurs, éventuellement, lorsque vous avez accès à certains médias. Puis votre rôle auprès des producteurs, parce que les producteurs, ils sont quand même encadrés par un syndicat, en fait, qui leur appartient. Est-ce que vous avez aussi un rôle d'éducation pédagogique ou de conseil auprès des producteurs? Oui, en fait, un des rôles qu'on joue, c'est de répondre aux questions. Surtout, les producteurs, eux aussi, ils ont des questions sur la sécurité, la santé de ces produits-là. Alors, on produit beaucoup d'informations pour répondre à leurs questions. On rencontre ces gens-là, du PA, etc., pour s'assurer que s'ils ont des questions dans la sécurité des produits, le système d'homologation, de réglementation, qu'on est là pour répondre à leurs questions et travailler avec eux. Puis des fois, on fait des programmes de formation ensemble pour les producteurs, pour s'assurer que les produits sont bien utilisés. On a fait plusieurs programmes partout au Canada pour former les producteurs. Merci beaucoup, Pierre Pétel. Merci. Et ça va être le tour du coup de gueule, la chronique éditoriale de Yann Turmine. Alors Yann, sur le fameux sujet des pesticides, j'imagine qu'en tant qu'agronome, t'en as long à nous dire. Absolument, tout un dossier. Yannick, d'ailleurs, est-ce que tu es un jardinier amateur? Moi non, mon père, oui. Oui. Bien, probablement que tu te rappelles des péripéties de ton père, parce que je pense que de prendre l'exemple là, d'un jardinier amateur puis ce qui se passe en agriculture, notamment sur le dossier des pesticides, c'est un très bon exemple. L'année passée, ça a été une année très difficile pour les jardiniers. Beaucoup d'attaques d'insectes, le climat faisait en sorte qu'il y avait des insectes. Et tout jardinier sait que certaines années sont plutôt mauvaises. Alors, l'année passée, comme dans mon jardin, les cocombes n'ont pas poussé. Attaque de pucerons, ça a été zéro. Et j'ai eu la chance, à l'épicerie, il y en avait. Il y avait même des cocombes bio. Alors, je suis allé à l'épicerie acheter mes cocombes au lieu qu'ils viennent de mon jardin. Mais quand on met ça au niveau d'un pays, on ne peut pas se permettre ça. Alors, des producteurs agricoles, puis je leur lève mon chapeau, c'est notre jardin fois 1000, fois 10 000
en superficie, ils ont exactement les mêmes insectes, les mêmes attaques, et ils doivent être confrontés. Les gouvernements aussi sont confrontés. On ne peut pas se permettre, surtout dans un cadre d'autosuffisance alimentaire, d'aller à l'épicerie. Donc, dans ta lecture, le pesticide fait partie aussi de la recette, comme disait Michel, d'un médicament qui vient combler certaines problématiques. Je pense que Simon l'a bien traduit. Avec une population de 9 milliards, bientôt 9 milliards d'habitants, il faut produire des aliments. Les champs de maïs qu'on voit pousser le long de nos routes aujourd'hui sont là pour quelque chose. C'est pas vrai que c'est cultivé pour le fun. Donc, ça sert à nourrir. Alors, l'autosuffisance alimentaire qu'on prône au Québec, particulièrement depuis la pandémie, bien, pour l'atteindre, il faut que la culture soit plus facile. Et en passant, je lève mon chapeau aux producteurs bio ils font un travail incroyable. C'est excessivement difficile à ces producteurs-là. Mais s'il fallait compter que sur la production biologique, je pense qu'on irait chercher beaucoup de notre alimentation à l'étranger, à l'épicerie. À l'épicerie. On a parlé de communication, de problèmes de communication dans l'émission. Est-ce que finalement, on se dit, vu que tout le monde nous dit, tout le monde qui est sur le plateau, en tout cas, nous dit que finalement les pesticides ont un certain intérêt, comment ça se fait qu'on n'entend pas ça dans la société, en fait? Il faut lever notre chapeau puis aux groupes environnementaux qui savent très bien manœuvrer en termes de lobbyisme et de messages médiatiques. D'ailleurs, il y a certains politiciens au sud de notre pays qui ont compris aussi comment utiliser les médias. Il faut faire attention. À un moment donné, je pense que les consommateurs sont capables de faire une différence aussi. D'un côté, on a beaucoup de propagande environnementaliste et de l'autre côté, bien, c'est sûr pour les gens qui sont impliqués là-dedans dans la production et tout ça, il faut qu'ils fassent attention. D'abord, ils sont très réglementés. Je pense que ça, c'est une fausse croyance de penser que les pesticides ne sont pas réglementés au Canada. On est probablement un des pays qui réglemente le plus les pesticides. Plus que ça, je pense que ce serait très problématique. D'ailleurs, c'est une critique que beaucoup de groupes de producteurs font. On est trop réglementé par rapport à nos voisins. C'est très, très réglementé. Vous prenez un pot de pesticides, le petit carnet d'utilisation, là, il fait quelques pages. C'est pas ce que les effets Louis Robert nous ont dit il y a quelques années, en fait. Non, mais regarde, entre médias et réalité, des fois, il y a une différence. Merci beaucoup, Yann Thomine. Les Céréaliers du Québec et Boulangerie Ange, fiers partenaires de Zone Agricole.